Imaginez la scène. Vous êtes un athlète d'élite. Vous avez passé toute votre vie à vous entraîner pour ce moment. Des milliers d'heures, des années de sacrifices, des dîners de famille manqués, des genoux strappés, des esprits poussés au-delà du point de rupture, tout cela pour qu'un jour, vous puissiez vous tenir sur la plus grande scène du football mondial et disputer le plus grand trophée de la planète. Et maintenant, vous y êtes. Vous avez réussi. Le monde entier vous regarde. Et la chose la plus intelligente que vous puissiez faire, l'action qui donne à votre pays la meilleure chance possible d'aller loin dans ce tournoi, c'est d'entrer sur cette pelouse et calmement, méthodiquement, professionnellement, essayez de ne pas gagner. Voilà ce qui attendait l'Algérie et l'Autriche samedi soir à Kansas City. Pas un match, un piège, une énigme mathématique enveloppée dans 90 minutes de football. Une situation si tordue, si absurde dans sa structure même, que des philosophes du sport pourraient y consacrer des thèses entières sans jamais parvenir à expliquer complètement ce que ces deux équipes étaient censées faire. La récompense de la victoire était une punition. Le prix du succès était le pire tirage possible en phase à élimination directe. Et quelque part, dans une chambre d'hôtel où elle n'était pas censée se trouver, toute une sélection iranienne regardait la télévision en priant pour que quelqu'un, n'importe qui, marque un but. C'est l'histoire du match le plus compliqué de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. Le match que personne ne voulait gagner. Le match qui a failli répéter le moment le plus honteux de l'histoire du football. Et le match qui, contre toute attente rationnelle, a fini par devenir l'un des 90 et quelques minutes les plus dramatiques de tout le tournoi. Commençons par l'architecture du problème. Car cette situation n'est pas tombée du ciel. Elle a été construite brique après brique par la structure du nouveau format de la FIFA pour une Coupe du Monde à 48 équipes. Un format qui suscite critiques et polémiques depuis l'instant même où il a été annoncé. Lorsque le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dévoilé le passage de 32 à 48 équipes, il l'a présenté comme une ouverture, une croissance, une manière de faire parvenir le football à davantage de coins du monde. Les critiques l'ont vu autrement. Ils y ont vu une opération d'achat de voix, une façon de faire entrer davantage de fédérations nationales dans le giron de la FIFA et de verrouiller le soutien politique nécessaire à la présidence continue d'Infantino à la tête de l'instance dirigeante du football mondial. Plus d'équipes signifiait plus de voix. Plus de voix signifiait plus de pouvoir. Le beau jeu, une fois encore, passait au second plan. Et dès le départ, les analystes ont averti que ce nouveau format créerait exactement le genre d'incitations perverses qui sont apparues à Kansas City. Quand 8 troisièmes de groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, les calculs de qualification peuvent osement se renverser d'une manière qui punit activement l'ambition. Mais avant d'en venir à la logique sportive, parlons du climat politique qui entoure ce tournoi. Car la Coupe du Monde 2026 baigne dans la controverse depuis le premier jour. Et une grande partie de cette controverse n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Infantino a fait les gros titres, avant même que le moindre ballon ne soit frappé, lorsqu'il est apparu lors d'un prétendu sommet pour la paix, aux côtés du président Donald Trump, coiffé d'une casquette rouge façon MAGA, et acceptant la poignée de main d'un homme dont l'administration refusait simultanément des visas d'entrée à des délégations nationales entières. Trump avait déjà reçu le tout nouveau prix de la paix de la FIFA lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du Monde, un prix dont les critiques ont souligné qu'il n'avait jamais existé auparavant et semblait avoir été créé spécialement pour l'occasion. Les propres règles de la FIFA imposent une stricte neutralité politique. L'image du patron du football mondial se rapprochant autant d'un chef d'État en exercice lors d'un rassemblement politique a paru, pour beaucoup, au minimum, comme un grave conflit d'intérêts. Au maximum, cela ressemblait à une instance dirigeante vendant son âme pour obtenir le droit d'organiser un tournoi dans le pays le plus puissant de la planète. Et la politique n'est pas restée à l'extérieur des stades.
Les États-Unis sont entrés dans cette Coupe du Monde alors qu'ils étaient engagés dans des hostilités militaires actives avec l'Iran, marquant la première fois dans l'histoire de la compétition qu'un pays hôte était en guerre avec l'une des nations participantes. Des membres de la délégation iranienne se sont vus refuser des visas. Les joueurs iraniens ont dû s'installer au Mexique et prendre l'avion vers les villes hôtes les jours de match comme des athlètes en exil, des invités techniquement présents mais à peine autorisés à exister. Des organisations de défense des droits humains ont appelé la FIFA à exclure purement et simplement l'Iran du tournoi. La FIFA a refusé. Pendant ce temps, la tension entre les trois pays co-organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique, était si brûlante que les diplomates justifiaient probablement leur salaire pour la première fois depuis des années. Trump avait publiquement plaisanté sur l'idée que le Canada devienne le 51e État américain, avait imposé des droits de douane sur des produits mexicains et semblait considérer la co-organisation moins comme une célébration d'une culture continentale, partagée, que comme la preuve que son pays était assez grand pour absorber ses voisins. Ce n'était pas exactement l'esprit de fraternité internationale festive que les hôtes d'une Coupe du Monde sont censés projeter. Les prix des billets ont ajouté une nouvelle couche d'indignation. Les places pour les premiers matchs de phase de groupe atteignaient des milliers de dollars. Les billets premium pour la finale avaient d'abord été affichés autour de 11 000 $ pièce. Le système de tarification dynamique de la FIFA faisait que des sièges identiques, dans des sections identiques, étaient vendus à des montants très différents, uniquement selon le moment où vous consultiez le site. Les procureurs généraux chargés de la protection des consommateurs à New York et dans le New Jersey ont ouvert des enquêtes formelles. L'Union européenne a reçu des plaintes officielles. Certains journalistes ont commencé à dire que cela ressemblait moins à un tournoi de football qu'à une expérience d'extraction d'argent à ciel ouvert. Et au milieu de tout cela, Infantino continuait de sourire. Ce qui nous amène au groupe J, ce qui nous amène à l'Espagne. Vendredi soir, l'Espagne a terminé le travail contre l'Uruguay 1-0 pour remporter le groupe H, les champions d'Europe, les rois en titre du continent, troisièmes au classement mondial à l'entrée du tournoi, une équipe bâtie sur la fluidité positionnelle, un pressing incessant, une perfection technique et une intelligence collective qui, dans ses meilleurs jours, donne l'impression de voir 11 joueurs partager un seul cerveau. Elle attendait au bout de la deuxième place du groupe J comme un mur contre lequel personne, vraiment personne, n'avait envie de se jeter. Le tableau fonctionnait ainsi. L'équipe qui terminerait deuxième du groupe J affronterait l'Espagne en 16e de finale, le 2 juillet au Sophie Stadium d'Inglewood, en Californie, juste à côté de Los Angeles. C'était la récompense promise au vainqueur d'Algérie-Autriche, un rendez-vous avec la Roja, une place au premier rang pour sa propre élimination. L'équipe qui terminerait troisième, en revanche, pouvait potentiellement s'échapper comme l'un des 8 meilleurs troisièmes et se retrouver opposé à la Suisse. Pas l'Espagne, la Suisse. La différence entre ces deux chemins n'avait rien de subtil. Les marchés de Paris ont ouvert les cotes de l'Autriche face à l'Espagne à plus de 10 contre 1. La punition de la victoire était mathématiquement vérifiable. Placez maintenant l'Algérie et l'Autriche dans ce cadre et regardez ce qui se passe. L'Autriche abordait le match à la deuxième place du groupe, avec un point d'avance sur l'Algérie, mais une moins bonne différence de but. Son sélectionneur, Ralf Rangnick, l'un des entraîneurs les plus sophistiqués du football européen sur le plan analytique, se débattait publiquement avec une situation qu'aucun génie tactique ne peut résoudre entièrement. Une victoire ou un nul de l'Autriche signifiait qu'elle restait deuxième, affrontait l'Espagne et rentrait probablement à la maison en 16e de finale. Une défaite pouvait la faire tomber à la 3e place, la pousser vers la partie du tableau menant à la Suisse et lui offrir une véritable trajectoire plus profonde dans le tournoi. En pure froideur mathématique, le meilleur résultat possible pour Rangnick était de s'asseoir dans sa zone technique et de regarder son équipe se faire battre. Pour l'Algérie, c'était plus compliqué, plus dangereux en réalité.
Le match nul était son billet d'or. Il la pousserait à la 3e place, la qualifierait comme l'un des meilleurs 3e, lui permettrait d'éviter complètement l'Espagne et donnerait à Riyad Mahrez et aux siens une vraie chance contre un adversaire beaucoup plus abordable. Mais une défaite n'était pas seulement mauvaise, elle était catastrophique. Les modèles statistiques donnaient à l'Algérie moins d'1% de chances de qualification en cas de défaite. Perdre signifiait rentrer à la maison. L'Algérie ne pouvait donc pas simplement décider de rendre le match et de glisser dans une confortable insignifiance. Elle devait éviter de perdre tout en n'essayant pas vraiment de gagner. Elle devait jouer assez dur pour ne pas perdre, mais pas assez pour finir par gagner. Elle devait passer par le chat d'une aiguille à peine plus large qu'un fil. Et comme si cette pression ne suffisait pas, une 3e partie observait toute cette dramaturgie avec un intérêt qui allait bien au-delà d'une simple curiosité. L'Iran avait déjà terminé sa phase de groupe. Il avait joué ses matchs, gagné ses points et se retrouvait désormais dans une chambre d'hôtel, à la merci des résultats des autres. Sa survie dans le tournoi dépendait d'un scénario très précis. Il n'avait pas besoin qu'une équipe particulière gagne. Il ne se souciait pas de savoir qui finirait 2e ou 3e du groupe J. Il avait seulement besoin que quelqu'un gagne. N'importe quelle victoire. Car un match nul, le même nul qui représentait le scénario rêvé de l'Algérie, était le scénario d'élimination de l'Iran. La résolution idéale d'une nation était les funérailles d'une autre. Le nul, prudent, parfaitement joué par l'Algérie, était, vu depuis Téhéran, une tragédie nationale. Si tout cela vous donne une impression de déjà-vu, c'est parce que c'est déjà arrivé. Il y a 44 ans, dans la ville espagnole de Gijón, exactement ces deux mêmes nations, avec l'Allemagne à la place de l'Autriche, ont offert l'un des actes les plus publiquement méprisés de l'histoire du sport, la Coupe du Monde 1982 en Espagne. Groupe 2, Allemagne de l'Ouest contre Autriche. La situation était construite presque à l'identique, sauf que, dans ce cas, l'arrangement était moins dissimulé. Si l'Allemagne de l'Ouest gagnait par exactement 1 ou 2 buts, les deux équipes se qualifiaient et l'Algérie, qui avait déjà disputé son dernier match de groupe et regardait depuis les coulisses, était éliminée. L'Allemagne de l'Ouest a marqué à la 10e minute par Horst Hrubesch, puis, sous les yeux incrédules de tout le stade, les deux équipes ont tout simplement cessé de jouer au football. Pendant plus d'une heure, elles ont fait circuler le ballon latéralement vers l'arrière en lents cercles, sans direction précise, sans intention de marquer ni d'encaisser. Les joueurs marchaient entre les positions. Le match avançait au rythme d'une partie du dimanche matin. Les supporters espagnols du stade El Molinón étaient si écœurés qu'ils ont commencé à siffler puis à huer. Et certains ont même littéralement brûlé de l'argent dans les tribunes pour montrer ce que ce match valait à leurs yeux. Le banc algérien regardait de loin, comprenant peu à peu qu'on lui volait sa qualification en plein jour, devant le monde entier. L'épisode est devenu la honte de Gijón et, fait remarquable, dans l'un des rares moments où la FIFA a réellement identifié un problème avant d'y apporter une solution structurelle, l'instance dirigeante a réagi avec fermeté. À partir de la Coupe du Monde 1986, tous les derniers matchs de phase de groupe sont disputés simultanément. Plus question de regarder un autre résultat et d'ajuster le sien. Plus de coordination possible. Si vous voulez jouer avec le tableau, il faut désormais le faire dans l'obscurité, sans certitude, sans savoir exactement ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres. La faille était refermée. Le scénario de Gijón devenait structurellement beaucoup plus difficile à répéter. Mais plus difficile structurellement ne veut pas dire impossible. Et à l'approche de ce jeudi soir à Kansas City, tous ceux qui connaissaient l'histoire du football employaient déjà l'expression « honte de Kansas City » avant même le coup d'envoi. Goal.com a utilisé le titre sans détour. Des consultants sur 3 continents se demandaient si nous allions assister à la vilaine suite du football 44 ans plus tard dans le Missouri. La règle du coup d'envoi simultané tenait. Les deux équipes savaient ce qu'elles faisaient. Les deux équipes connaissaient les incitations. Et pourtant,
quelque chose de remarquable s'est produit. Le match n'a pas été une honte. Ce fut une guerre. L'Autriche a frappé la première. Marko Arnautovic, 37 ans et encore capable, d'une manière presque inexplicable, de marquer au plus haut niveau international, a donné l'avantage à son équipe à la 28e minute. Pendant un bref instant déroutant, l'Autriche gagnait un match qu'elle avait statistiquement intérêt à perdre. La structure des incitations était défiée par un avant-centre vétéran qui n'avait manifestement pas reçu la note sur la passivité stratégique. L'Algérie a répondu avant la pause. Rafik Belghali a égalisé et soudain, le nul que tout le monde avait anticipé était de nouveau en place. En théorie, c'était le moment où les deux équipes auraient dû lever le pied et gérer. Cela aurait dû être le début de ce football lent, laid et prudent que tout le monde redoutait. Au lieu de cela, Marcel Sabitzer a marqué pour l'Autriche à la 55e minute et tout a replongé dans le chaos. L'Algérie était de nouveau menée. Si le match se terminait ainsi, l'Algérie était éliminée. L'Iran était qualifié. Toute la construction mathématique complexe venait d'être pulvérisée par un milieu de terrain qui avait décidé d'essayer vraiment de marquer un but. Riyad Mahrez, capitaine de l'Algérie, son joueur le plus décoré et le plus expérimenté, un homme qui a soulevé le titre de Premier League avec Manchester City et la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays, a encore égalisé à la 60e minute. 3-2 est devenu le score. 3-2 est aussi devenu le pire résultat possible pour l'Iran. 3-2 signifiait que l'Autriche, terminée deuxième, marchait vers l'Espagne et que l'Algérie passait comme l'un des 8 meilleurs troisièmes. 3-2 signifiait que l'Iran était dehors. Il y a eu un étrange passage autour de la 75e minute où le match a ralenti. Les passes partaient non plus souvent sur les côtés que vers l'avant. Les deux sélectionneurs semblaient accepter momentanément le résultat et laisser le tempo retomber. Un fantôme de Guy jaune, bref et vacillant. À un moment, l'Algérie a enchaîné 109 passes consécutives. 109. Pas comme une déclaration tactique, pas comme une démonstration de maîtrise, comme une manière de faire passer le temps sans risque. Le public a compris ce que c'était. Les sifflets ont commencé. Les chants ont pris de l'ampleur. Le stade lui-même exigeait que quelqu'un fasse quelque chose de réel. Et puis Mahrez a fait quelque chose de réel. À la 93e minute, dans la 3e minute du temps additionnel, l'ancien ailier de Leicester City et de Manchester City a reçu le ballon dans une position dangereuse, a pris ce genre de décision qui sépare les bons joueurs des grands et a envoyé une frappe au fond des filets. 3-2 était devenu 3-2 pour l'Algérie. L'Algérie devant. L'Autriche tombant à la 3e place, l'Iran qui était mathématiquement enterré, soudain et improbablement vivant. Les supporters algériens ont basculé dans une hystérie totale. Le banc iranien a explosé. Un match qui semblait s'être installé dans un équilibre maîtrisable venait d'être brisé à 3 minutes de la fin. Et puis, au moment même où les footballeurs iraniens commençaient à se demander s'ils devaient se prendre dans les bras, Sasa Kalajdzic s'est élevé dans les airs sur un centre de Michael Gregoric et a envoyé le ballon de la tête dans le but algérien. 96e minute, 3-3. Égalité. Le sélectionneur autrichien a déclaré ensuite que c'était le genre de but que l'on peut travailler 1000 fois sans jamais pouvoir le garantir. Un remplaçant, un immense avant-centre sorti du banc à la toute fin, accomplissant la seule chose que personne n'avait prévue. Le coup de sifflet final a retenti presque aussitôt. L'Autriche et l'Algérie se sont toutes les deux qualifiées. L'Autriche a terminé deuxième du groupe J avec 4 points. L'Algérie s'est qualifiée comme l'un des 8 meilleurs troisièmes, également avec 4 points. L'Argentine a dominé le groupe sans trembler, avec 9 points en 3 victoires. La Jordanie a été éliminée après avoir perdu ses 3 matchs, et l'Iran, qui avait été vivant pendant environ 120 secondes, était dehors. La sortie la plus cruelle possible, vivant puis mort dans l'espace d'une tête en temps additionnel. Le sélectionneur de l'Algérie a déclaré ensuite « Ce soir, le football a gagné ». Dans un sens, il avait parfaitement raison. La règle du coup d'envoi simultané,
L'instinct compétitif des joueurs, le bruit du public, la dynamique brute d'un match à enjeu maximal, tout cela s'est combiné pour submerger les mathématiques perverses qui indiquaient la voie d'un néant silencieux et arrangé. Aucune des deux équipes n'a voulu se coucher publiquement et accepter la défaite. Leur fierté ne le permettait pas. Peu importe ce que disait le tableau, leur instinct était de jouer. Et pourtant, le problème structurel qui a produit cette situation n'a pas disparu. Il est inscrit dans le format. La Coupe du Monde a 48 équipes, avec ses 12 groupes de 4 et ses 8 troisièmes qualifiés, continuera de générer ces scénarios. Les critiques le disent depuis l'annonce de l'expansion. Le format crée un filet de sécurité plus large, ce qui est précisément l'objectif pour les petites fédérations dont Infantino a besoin des voix. Plus d'équipes se qualifient, plus de pays se sentent inclus, plus de voix restent fidèles. Mais le prix de ce filet de sécurité, ce sont des situations dans lesquelles des équipes peuvent calculer rationnellement que gagner leur fait plus de mal que perdre. La BBC a publié avant le match une analyse avec un titre sur ces rencontres qui prouve qu'un tournoi à 48 équipes est imparfait. Yahoo Sports s'est demandé si la magie de la Coupe du Monde était menacée. L'argument central était toujours le même. Lorsque des troisièmes de groupe se qualifient en nombre important, l'avant-dernière journée de la phase de groupe perd cette tension à couteau tiré qui fait du format éliminatoire du football l'une des structures compétitives les plus captivantes du sport. Le match Algérie-Autriche s'est sauvé lui-même de devenir le symbole de cet argument. Mais il s'est sauvé grâce à la nature humaine et à l'obstination compétitive, pas grâce au dessin du format. L'incitation à jouer un nul lâche était toujours là. La honte de Kansas City aurait encore pu se produire. Elle ne s'est pas produite, mais seulement parce que les joueurs ont décidé qu'ils ne la laisseraient pas se produire. Il y a dans ce tableau plus large quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête. La Coupe du Monde 2026 est la plus grande de l'histoire, organisée dans 3 pays, avec 48 nations, du 11 juin au 19 juillet. C'est, à presque tous les égards, l'événement sportif le plus rentable commercialement jamais organisé. La FIFA prévoit des revenus dépassant 13 milliards de dollars pour ce seul tournoi. Ce chiffre mérite d'être répété. 13 milliards de dollars pour un tournoi de football. À titre de comparaison, le produit intérieur brut entier de certaines nations participantes est inférieur aux revenus que la FIFA prévoit de tirer de cette compétition. Et pourtant, l'organisation qui génère ces 13 milliards de dollars conserve son statut d'organisation à but non lucratif. Elle ne paie pas d'impôts fédéraux aux États-Unis. Elle fonctionne avec une structure de gouvernance que ses propres membres ont maintes fois décrite comme opaque, irresponsable et structurellement résistante aux réformes. Le scandale de la billetterie, dans lequel les procureurs généraux de 2 États américains ont ouvert des enquêtes sur de possibles fraudes et manipulations de prix, a accompagné ce tournoi non comme un scandale capable d'interrompre la fête, mais comme un bruit de fond que tout le monde était censé tolérer en échange du spectacle. Infantino était assis au premier rang avec Trump lors du tirage. Il a accepté un prix de la paix qui n'existait pas avant qu'il le reçoive. Il a organisé un tournoi dans un pays activement en guerre avec l'une des nations participantes et a semblé parfaitement indifférent à ce fait. Et pendant tout ce temps, le football a continué. C'est peut-être là tout le sujet. Le football continue toujours. C'est le plus grand atout politique de la FIFA. Le tournoi est si captivant, le sport si beau lorsqu'il fonctionne vraiment, que les critiques salées sont absorbées puis oubliées sans par le drame d'une tête égalisatrice inscrite par un remplaçant à la 93e minute. Mahrez courant vers le poteau de corner après son but. Le banc autrichien explosant après la tête de Kalajdzic. Les joueurs iraniens fixant un écran incrédules devant ce que ces 90 dernières secondes venaient de leur faire. Ces moments sont réels. Ils comptent. Ils représentent exactement ce dont ce sport est capable lorsque l'instinct compétitif humain prend le dessus sur la logique structurelle. Mais la logique structurelle est toujours là.
Les incitations qui ont failli transformer Kansas City en Gijón restent intégrées au format. Et lors de la prochaine édition de ce tournoi, ou de celle d'après, ou de celle qu'Infantino propose déjà à 64 équipes, il y aura une autre Algérie, une autre Autriche, un autre ensemble de nations fixant un tableau qui leur murmure « Vous savez ce qui serait vraiment plus intelligent ? Perdre ». L'Autriche se rend maintenant au Sophie Stadium d'Inglewood le 2 juillet pour affronter l'Espagne, un match que les marchés de Paris évaluent quelque part autour de 10-1 contre l'Autriche. L'équipe de Ralf Rangnick a gagné ce privilège en ne perdant pas tout à fait de la manière que les mathématiques lui suggéraient. L'Espagne attend. La Roja, qui a traversé son propre groupe sans perdre un seul match, sans jamais sembler vraiment menacée, une machine de précision collective qui domine le football européen depuis la majeure partie des 2 dernières décennies. L'Algérie, après avoir survécu à sa propre marche sur le fil mathématique, part à Vancouver pour affronter la Suisse. Un match qui, selon toute mesure rationnelle, est bien plus gagnable qu'un rendez-vous avec les champions d'Europe. La récompense du nul, du but de Mahrez, de la tête de Kalajdzic, du 3-3, a été un tableau plus doux. Les 2 équipes passent. Aucune n'a obtenu exactement ce qu'elle voulait. Les 2 continuent de jouer. L'Iran fait ses valises et rentre chez lui, éliminé par une tête qu'il ne pouvait pas contrôler, dans un match sur lequel il ne pouvait pas peser, décidé dans un stade où il ne se trouvait même pas. Voilà la poésie brutale du football de tournoi. Vous pouvez jouer chaque match parfaitement. Vous pouvez gagner chaque point, et malgré tout, la tête d'un autre en temps additionnel peut mettre fin à votre Coupe du Monde. Le rêve d'une nation entière, refermé par un remplaçant s'élevant à 6 pieds dans les airs à Kansas City, dans le Missouri, à la 96e minute d'un match entre l'Algérie et l'Autriche. Le match que personne ne voulait gagner est devenu l'un des plus mémorables de la phase de groupe. Et si vous êtes l'Iran assis dans un hôtel quelque part entre Mexico et Téhéran, essayant de comprendre ce qui vient de vous arriver, cette distinction ne signifie probablement pas grand-chose à cet instant précis. Le football est le jeu le plus simple du monde. 2 équipes, 90 minutes, marquées plus que l'autre. Mais dans cette Coupe du Monde, construite par cette FIFA, organisée dans ce moment politique, diffusée à travers cette infrastructure commerciale de 13 milliards de dollars, le jeu n'a rien de simple. Les incitations sont tordues, le format est cassé par endroits, de manière discrète mais significative. Les dirigeants poursuivent les revenus avec une concentration telle qu'on en oublie parfois qu'ils sont censés gérer un sport. Et puis un attaquant de 37 ans marque à la 28e minute, un remplaçant égalise de la tête à la 96e, et d'une manière improbable, presque inexplicable, le football gagne quand même, il gagne presque toujours. C'est le problème, c'est le miracle, c'est exactement ce sur quoi la FIFA compte.